Vous écoutez le RTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, a posé ce matin la première pierre de la Cour des comptes. L'infrastructure sera bâtie sur 1 hectare à Bangabougou pour environ 8 milliards de francs CFA. Quant au Premier ministre, il a rendu visite aux 4 centrales syndicales, au centre des échanges, le pacte de stabilité sociale et de croissance signé en 2023 par le gouvernement et les partenaires sociaux. En Guinée, l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Djane, a été condamné à 5 ans de prison pour détournement des deniers publics. Au Nigeria, plusieurs enfants sont morts hier dans une bousculade. Au Gabon, c'est la levée du couvre-feu 1 an et demi après son instauration. Sport football, le second finaliste de la Coupe du numérique sera connu cet après-midi à l'issue de la deuxième demi-finale qui oppose l'AGFO à l'AMFTP. Le vainqueur jouera contre la MAP qui a obtenu hier son ticket en éliminant la SMTD. Le Real Madrid remporte la Coupe intercontinentale pour la 4e fois. La leçon des sports porte sur le carton rouge en football. Et enfin, la chronique judiciaire du jour est consacrée à la procédure pénale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Bindou Traoré et mise en ligne par Badi Touré. La Cour des comptes aura bientôt un siège. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, vient de poser la première pierre de cette haute juridiction contiguë à la Cour suprême à Banangabougou, en commune 6 du district de Bamako. L'infrastructure est un RS plus 5, un R plus 5, avec 187 bureaux, 2 salles d'audience, 2 salles de délibéré, une bibliothèque, un parking ouvert. C'est l'un des plus grands chantiers de la justice malienne. La Cour des comptes sera bâtie sur une superficie d'1 hectare. L'investissement coûtera à l'État environ 8 milliards de francs CFA. Écoutons le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, au micro de Garibou Pérou. La Cour des comptes est l'institution supérieure en matière de contrôle des finances publiques. Son rôle est déterminant dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation de la politique publique. La Constitution du 22 juillet 2023 qui crée la Cour des comptes s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par les autorités de la transition et cela prouve à suffisance la volonté des autorités de la transition de promouvoir une gestion vertueuse des ressources de l'État, gage d'intégrité et de bonne gouvernance. Je demeure convaincu que la construction de cet important édifice de R+5 sur budget national permettra d'être en harmonie avec les directives de l'UEMOA, mais contribuera aussi à l'amélioration des conditions de travail des membres de la Cour, de même que dans leur performance des conduites de leur mission de vérification et de lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique. Renforcer le dialogue social pour la stabilité nationale, voilà tous les sens de la visite que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a rendu mardi et mercredi dernier aux 4 centrales syndicales de notre pays, que ce soit à la CDMT, à la CMT, à la CSTM ou à l'UNTM. Les échanges ont porté sur le pacte de stabilité sociale et de croissance signé en 2023 par le gouvernement et les partenaires sociaux. Le général de division Abdoulaye Maïga a tenu à exprimer la nécessité de maintenir le dialogue social dans un Mali en quête de stabilité. Reportage Mamadou Kone et Alou Touré. En se rendant au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, à la Confédération malienne du travail, CMT, et à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, le Premier ministre vient réaffirmer à ses partenaires la disponibilité du gouvernement à mettre en œuvre le pacte social de stabilité et de croissance. Le chef du gouvernement a salué les centrales pour leur engagement constant en vue de la stabilisation du pays avant de solliciter leur accompagnement. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'apaisement du climat social est un élément fondamental qui contribue à la sécurisation du pays. Le climat social n'est pas apaisé, vous pouvez être sûr que la lutte contre le terrorisme, ne serait-ce que ce paramètre, sera sérieusement impacté négativement. En toute humilité, en tout pragmatisme, il est impossible pour nous seuls
d'atteindre cet objectif et surtout de votre implication afin que le climat social soit apaisé. Yacouba Katlé en a profité pour exprimer au nom de l'UNTM sa reconnaissance pour le partenariat stratégique avec le gouvernement. Face à la situation du pays, nos membres nous suivent dans l'engagement à accompagner la transition. Certes, la démocratie s'évalue souvent au rythme des élections. Il nous faut en faire. Mais les travailleurs, producteurs de biens et services, constatons que la paix sociale, l'atmosphère de sécurité des personnes et des biens sont à améliorer au nord, au centre, à l'ouest et au sud. Les constats nous poussent à demander l'union sacrée. Avant de quitter les lieux, le Premier ministre a visité les locaux de la centrale syndicale pour voir de près les conditions de travail. Quelques instants après, le général de division Abdoulaye Maïga est reçu à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, au quartier du Fleuve, pour le même exercice. Cette démarche est saluée à la CSTM. Amadoun Amiong Djindou, secrétaire général de la CSTM. Ce premier pas vers, disons, les travailleurs et les travailleuses nous réconforte. Nous avons conscience qu'effectivement, il y a suffisamment de problèmes. Nous avons aussi conscience que la priorité, c'est d'abord la sécurité. Nous retenons que ce changement, nous l'avons souhaité en son temps au niveau de la CSTM ici. Et nous avons pris activement part à tous ces mouvements pour qu'on aille à une nouvelle gouvernance. Que quelque part, il y a des sacrifices de part et d'autre. À la Confédération malienne du travail CMT, l'on s'est dit prêt à accompagner le gouvernement. Ici, on s'est dit debout sur les remparts et prêt à apporter sa contribution à la stabilité du pays. La secrétaire générale Kamaté Kadiatou Touré a fait des bénédictions pour la réussite des missions du chef du gouvernement et pour l'apaisement du climat social. La Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, promet aussi d'apporter son apport à la construction du pays. Occasion pour la secrétaire générale adjointe de saluer la signature du pacte social de stabilité et de croissance. Toutefois, la centrale a demandé à l'État de respecter ses engagements. Sempara Assitan Keita, secrétaire général adjointe de la CDTM. Nous sommes convaincus que des progrès seront accomplis dans ce domaine essentiel de développement au rayonnement de notre pays. Nous vous assurons de notre entière disponibilité et notre collaboration sincère pour accompagner vos efforts et contribuer à la réalisation de vos objectifs ambitieux au service de la population. Cette visite du Premier ministre au siège des centrales syndicales lui a permis de voir de près le degré d'engagement de ces centrales et leur volonté de soutenir les autorités de la transition. Les membres de la Cour suprême suivent depuis hier une formation sur les procédures de passation des marchés publics, les contrats de partenariat public-privé. Cela pour leur permettre de bien jouer leur rôle dans les règlements du contentieux des contrats de la commande publique et de la fiscalité, donc participer à l'assainissement des finances publiques. C'est ce que nous dit Mamadou Fani. Les magistrats des sections judiciaires et administratives et du parquet de la Cour suprême rehaussent leur niveau en matière de la chaîne des dépenses publiques et la fiscalité. Ils viennent d'entamer une formation de 2 jours qui va leur permettre de mieux apprécier les procédures en matière de marchés publics et des contrats de partenariat public-privé. Dr Fatouko Matera, président de la Cour suprême. Notre credo est vraiment la formation. Dans un monde dominé par l'économie, il faut que les magistrats constituent le pôle d'excellence, puissent maîtriser justement toutes ces questions. Nous voulons faire en sorte que tous les acteurs de la justice puissent vraiment maîtriser justement ces notions. La suppression de la Haute Cour de la justice dans la nouvelle constitution a vu le transfert de ses compétences à la Cour suprême, d'où le renforcement des capacités des membres de cette dernière juridiction. Cette formation va permettre un partage d'expérience entre participants et experts intervenant dans le domaine des marchés publics. Table ronde hier sur le suivi des investissements publics en matière de WASH au Mali, un cadre d'échange et de réflexion organisé par les réseaux des journalistes pour la promotion de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Il vise à trouver les voies et moyens en vue de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau et de l'assainissement. Bokarit Koulibaly, reportage. Longtemps adoptée mais pas appliquée, la politique nationale de l'eau et l'assainissement est au cœur de cette table ronde. Un cadre initié par les réseaux des journalistes pour la promotion de l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement RGPA. La rencontre entend pousser la réflexion sur le suivi des investissements publics en matière d'eau et assainissement au Mali. Yuba Konaté, président du RGPA. Engager les débats
susciter la réflexion pour qu'on trouve les voies et moyens de booster et accompagner surtout l'État à trouver les formules justes pour pouvoir vraiment dégainer ces deux secteurs-là. La politique nationale de l'eau et la politique nationale de l'assainissement sont des documents de référence sans lesquels il va être difficile d'entreprendre quoi que ce soit de façon objective dans ces secteurs-là. Soutenue par un consortium d'ONG dont Action contre la faim, cette table ronde s'inscrit dans le cadre du projet Right to Grow. Brahima Ouattara, responsable technique WASH à Action contre la faim. Des travaux ont été faits pour élaborer d'autres plans nationaux d'assainissement et de l'eau qui doivent être mis en œuvre, mais qui ne peuvent pas être mis en œuvre tant que les élus ne les valident pas. Faire sortir un document qui permettra aux journalistes de faire correctement les plaidoyers auprès des décideurs. À l'issue des échanges, il est attendu des recommandations qui seront portées à la connaissance des ministres en charge de l'eau et l'assainissement. C'est là en vue de sortir de l'impasse. Le projet Paysages et résilients, productifs et durables a tenu hier la première session de son comité de pilotage. D'une durée de 5 ans et d'un coût d'environ 20 milliards de francs CFA, ce projet intervient dans les régions de Kaye, Kita et Nioro du Sahel. Il a pour objectif de répondre aux défis liés au changement climatique dans ces zones pour pouvoir améliorer leur productivité agricole. Plus de détails avec Soumaou Aïdara. Les régions de Kaye, Nioro et Kita font partie des zones les plus touchées par le changement climatique qui affecte la production et la productivité agricole. C'est dans ce sens que 20 milliards de francs CFA ont été investis pour améliorer les conditions de production dans ces localités à travers le projet PRPD, Paysages résilients, productifs et durables. Yacouba Souleymana, directeur national de l'agriculture et opérateur de mise en œuvre de projets Paysages résilients, productifs et durables. Diminuer leur fragilité face à ces changements climatiques, notamment leur permettre effectivement de faire une agriculture climato-intelligente, renforcer la capacité. Tous les agents qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce projet ont été formés. À leur tour, ont initié des formations des exploitants agricoles sur le terrain. Plus de 300 exploitants agricoles aujourd'hui qui ont été formés dans ces régions. Ce projet a été initié par la Direction nationale de l'agriculture et ses partenaires, notamment la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et le FEM, Fonds pour l'environnement mondial. Pour une durée de 5 ans, ce projet touche des milliers de personnes. Boubacar Maïga, représentant de la FAO Mali. S'attaquer au cercle vicieux entre le manque d'options génératrices de revenus, la dégradation des ressources naturelles liées au manque de capacité adaptative des secteurs productifs et la faible productivité agricole. Oumar Tamboura, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. La mise en œuvre de ce projet contribuera, entre autres, à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales de la région de Kaye, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la croissance économique inclusive qui tient compte de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et le secrétaire général de conclure en appelant les acteurs impliqués dans ce projet à redoubler d'efforts pour une meilleure appropriation et la réussite de ce projet. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence tient présentement à Ségou un atelier de renforcement des capacités des agents de la 4e région sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 2 jours sont mis à profit pour échanger avec les participants sur le concept blanchiment d'argent et financement du terrorisme, la réglementation nationale et internationale en vigueur. De Ségou, la correspondance de Honoro Tchenou. Cet atelier, initié par la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence avec l'appui de la cellule nationale du traitement des informations financières, vise à renforcer les capacités des agents de Ségou dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un exercice qui leur permet de s'approprier l'ensemble des dispositifs juridiques et réglementaires en la matière. Aruna Konaté, chef cellule formation et perfectionnement à la DGCC. Notre premier rôle, c'est de tout faire pour lutter contre ce blanchiment. Mais pour pouvoir lutter contre ce blanchiment, il va falloir que nous-mêmes, en tant que acteurs, que nous puissions comprendre toute la dimension de cette question de blanchiment. Présentation et explication du concept blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, l'état des lieux de la réglementation nationale et internationale en vigueur, les différentes formes du concept sont entre autres communications au cours de ces 2 jours de travaux. Aboubakrin Ag Mohamed Ali,
conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. On a beaucoup d'insuffisances. S'il faut que ça aussi, ça s'ajoute au fait qu'on n'arrive pas à récupérer les recettes, donc cela veut dire qu'on a beaucoup de problèmes. Et en réalité, beaucoup d'insatisfactions sont liées au manque de ressources. Quand beaucoup de citoyens, au lieu de se formaliser, ils vont dans l'informel. Alors qu'ils savent que consciemment, eux-mêmes, ils emploient des bénéfices. Il faut payer les droits à l'État, c'est mieux. Force est de signaler que le rôle des structures de supervision et de contrôle reste aussi déterminant afin que le pays soit au rendez-vous de tout financement de l'économie. Ségou, Honoré Tchéné Bardi Traoré pour l'ORTM. À l'étranger, en Guinée, l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Djadé, a été condamné hier à 5 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour détournement des deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics. Mohamed Djadé est le deuxième ministre de la Défense de l'ex-président Alpha Condé, renversé par un coup d'État il y a 3 ans. Ses avocats ont annoncé qu'ils vont faire appel. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, un troupier du régime dessus, a été condamné il y a 2 semaines pour les mêmes infractions. Le Nigeria, endeuillé par un mouvement de foule dans lequel plusieurs enfants sont morts. L'incident s'est produit hier lors d'une fête foraine au lycée islamique de Bassouroun, dans l'état d'Oyo, près de Lagos. Les enfants blessés ont été amenés dans les hôpitaux locaux. Une enquête a été ouverte sur les causes de la bousculade. Le dialogue interlibyen initié au Maroc a repris hier à Bouznika. Le Haut Conseil d'État et la Chambre des représentants libyens ont trouvé un accord sur la phase préliminaire des élections. Le texte prévoit la restitution du pouvoir exécutif, conformément à l'article 4 de l'accord politique interlibyen entériné en 2015 par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le but d'organiser des élections en conformité avec les lois électorales. Les 2 parties se sont également accordées sur la mise en place d'un comité de travail conjoint chargé de mandater un nouveau pouvoir exécutif dont les attributions comprennent la communication avec la mission des Nations Unies ainsi qu'avec les différentes parties régionales et internationales. Au Gabon, le couvre-feu a été levé jusqu'à nouvel ordre, annonce faite hier par le chef de cabinet du ministre de la Santé. Celui-ci a expliqué que le président de la transition veut offrir l'opportunité à ses concitoyens de célébrer les fêtes de fin d'année dans la quiétude, la cohésion et la communion. Le couvre-feu avait été instauré après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo en août 2023. Au Mozambique, le bilan du cyclone Chido revu à la hausse. Au moins 45 personnes ont été tuées lors du passage de ce cyclone dimanche dernier, selon un nouveau bilan provisoire publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Hausse également du bilan du Chido à Mayotte, où une quarantaine de personnes ont péri après le passage du cyclone. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu sur le lieu aujourd'hui pour constater les dégâts. Il a annoncé la mise en place dès demain d'un hôpital de campagne. Il a apporté avec lui des vivres et des médicaments pour les victimes. En France même, la Cour de cassation a validé hier la condamnation de l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Il effectuera cette peine sous bracelet électronique et sera bientôt convoqué par un juge d'application des peines. Un autre procès concernant l'ancien président français devra s'ouvrir dans moins de 3 semaines. Nicolas Sarkozy comparaîtra pour le financement présumé libyen de sa campagne de 2007 et risque 10 ans de prison. Nous entamons la page sport de cette édition essentiellement consacrée au football. Coupe du Mérique. L'affiche de la finale sera connue cet après-midi à l'issue de la deuxième demi-finale à un international. Pour la première édition de la Coupe intercontinentale depuis 2004, le Real Madrid a remporté la finale en battant les Mexicains de Pachuca 3-0 sur le continent. Le calendrier des compétitions de la CAF pour 2025 est désormais officiel. La page sport, c'est une présentation de Abdul Karim Kaba. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a publié le calendrier. La Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans se tiendra au Maroc en 2025. La CAN de moins de 20 ans, quant à elle, se déroulera en Côte d'Ivoire en 2025. Le Mali, qui avait présenté sa candidature pour accueillir ces deux tournois, n'a pas été sélectionné. Malgré cela, le Mali continue de travailler sur le développement du football chez les jeunes en investissant dans les talents locaux et les infrastructures pour espérer accueillir de grandes compétitions dans l'avenir. Pour la première édition de la Coupe intercontinentale depuis 2004, le Real Madrid a remporté hier la finale contre les Mexicains de Pachuca au Qatar par 3-0. Le Real Madrid soulève son 2e trophée de la saison. Déjà vainqueur en août dernier de la Supercoupe d'Europe, la Maison Blanche est le premier club ainsi à soulever ce trophée
depuis 2004 et son remplacement pendant près de 20 ans par la Coupe du monde des clubs qui aura désormais lieu tous les 4 ans. Carlo Ancelotti devient, lui, l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec ses 15e trophées, dépassant ainsi Miguel Munoz avec 14 trophées. Parlons à présent de la Coupe du numérique. L'affiche de la finale sera connue cet après-midi à l'issue de la deuxième demi-finale. La deuxième demi-finale se joue cet après-midi donc sur le terrain synthétique à l'ACI 2000. Elle mettra aux prises l'équipe de l'AGFO à celle de l'AMRTP. Le coup d'envoi est prévu pour 16h. Déjà en première demi-finale, l'équipe de l'AMAP s'est qualifiée pour la finale en dominant l'équipe de la SMTD au tir au but 3-2. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout. La leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le carton rouge. Un carton rouge est un carton de pénalité utilisé dans de nombreux sports. Il signifie qu'un joueur est pénalisé d'une sanction, généralement l'expulsion ou la disqualification. Dans quelles conditions un carton rouge est attribué à un joueur par l'arbitre? Isaac Tchenou nous en parle. Le carton rouge est délivré par l'arbitre lorsqu'un joueur commet une faute grave qui met en danger la sécurité d'un autre joueur ou s'il est coupable d'une infraction selon les principes du football. À quel moment l'arbitre peut sortir le carton rouge? Ibrahim Awakin Aydara, instructeur national des arbitres, nous donne la précision. Les lois du jeu autorisent un arbitre à donner des cartons jaunes et ou rouges à partir du moment où il pénètre sur le terrain pour l'inspection d'avant-match et jusqu'à ce qu'il le quitte après la fin du match, séance de tir au but comprise. Un joueur peut être expulsé dans les vestiaires. Dans ces conditions, les règles sont claires. Un joueur qui est exclu avant la remise de la feuille de match ne pourra être inscrit sur la feuille de match à quelque titre que ce soit. Un joueur qui est exclu après avoir été inscrit comme titulaire sur la feuille de match et avant le coup d'envoi peut être remplacé par un des joueurs inscrits comme remplaçant. Ce dernier ne pourra être remplacé, mais le nombre de remplacements autorisés pour l'équipe ne sera pas réduit pour autant. Le non-remplacement d'un joueur exclu après le coup d'envoi reste en vigueur, nous dit notre instructeur national. Un joueur exclu après le coup d'envoi ne peut être remplacé. Un remplaçant désigné qui est exclu avant ou après le coup d'envoi du match ne peut pas être remplacé. Le carton rouge a un impact significatif sur le cours des matchs de football. Non seulement il change l'équilibre numérique des équipes, mais il peut également altérer la dynamique du jeu. Chronique judiciaire. La procédure pénale selon la loi englobe toutes les mesures qui sont mises en œuvre lorsqu'un fait est commis. Ce sont des mesures qui permettent de constater les faits, rechercher les auteurs et les conduire devant les autorités compétentes afin qu'ils puissent être jugés coupables ou non coupables. La procédure pénale a des règles ou des étapes qui doivent être respectées. Selon la gravité des faits, l'officier de police judiciaire décide les mesures de garde à vue. Le fonctionnement de la procédure pénale dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Formalisée dans le code de procédure pénale, la procédure pénale se déclenche une fois que les autorités judiciaires sont saisies ou informées de la commission des faits. Sur la base donc des faits signalés, la justice met en mouvement la machine pour rechercher, poursuivre et juger l'individu mis en cause. Mangal Traoré, magistrat. Ce qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui profite du fait que les gens sont dans la mosquée en train de prier, qui vient, qui ramasse toutes les chaussures, qui met ça dans un sac et qui essaie de prendre la fuite. Et il y a un fidèle qui vient en retard, qui surprend la personne et qui crie au voleur. Des deux choses l'une, soit la personne est attrapée, si elle a la chance de ne pas se faire lyncher, c'est sûr qu'on fera tout le nécessaire pour l'amener au poste de police le plus proche. À défaut, si la personne parvient à prendre la fuite aussi, il va falloir sur la base soit d'une plainte ou d'une dénonciation, mettre en œuvre tous les moyens pour rechercher, l'intéresser et le conduire devant l'autorité compétente. Je prends un exemple comme ça au hasard, mais on peut aller par rapport à des faits beaucoup plus graves, tels que les meurtres, les assassinats. Pour les besoins d'enquête, l'officier de police judiciaire décide selon les cas les mesures de garde à vue. L'individu qui est conduit au poste de police parce qu'il a été surpris en train de voler des chaussures à la devanture d'une mosquée. Et si, après l'avoir entendu, l'OPJ estime qu'il faut la garder pour faire davantage la lumière sur les faits commis, en ce moment-là, il va décider de ce qu'on appelle une mesure de garde à vue, pendant un délai que la loi a fixé à 48 heures. Dans certaines circonstances, on peut le proroger jusqu'à 72 heures.
Mais quand on prend, par exemple, les cas d'infraction de terrorisme, c'est des délais de 15 jours, renouvelables 2 fois. Donc au total, c'est 45 jours. Il y a des obligations qui incombent à l'officier de police judiciaire lorsqu'il décide par exemple de maintenir le suspect à la disposition des enquêtes. On ne peut pas obliger quelqu'un à avouer des faits simplement parce que la personne est en garde à vue pour l'intimider. Si elle décide de garder silence, c'est son parfait, un droit que la loi lui reconnaît. Et lui expliquer également que la personne gardée à vue peut se faire consulter par un médecin. Et également le droit pour informer la personne gardée à vue de son droit d'avoir un conseil, un avocat pour sa défense. Le nouveau code a quand même pris le soin de préciser de façon très claire que quand une personne est gardée à vue, tout ce qui concerne son alimentation incombe à l'État à travers ce qu'on appelle les frais de justice criminelle. L'autre aspect, c'est de préciser également que lorsqu'une personne gardée à vue doit faire l'objet de fouilles, il faut absolument et nécessairement que ce soit personne du même sexe. Et de la même manière, des personnes qui sont de sexe différent ne peuvent pas être gardées dans les mêmes locaux et dans la même pièce. Et dans le même ordre d'idée, un mineur ne peut pas être gardé à vue dans le même local qu'un majeur. L'enquête préliminaire ou de flagrance, la poursuite, l'information et le jugement sont les étapes importantes dans une procédure judiciaire. Une fois jugé coupable, la juridiction compétente décide de l'échelle des peines applicables. L'échelle des peines a été revue parce que dans le texte du Code pénal de 2001 qui a été abrogé, les délits étaient punis de peine maximum jusqu'à 5 ans. Et au-delà de 5 ans, c'était des crimes. Mais maintenant, avec le nouveau code pénal, les délits sont punis de peine allant jusqu'à 10 années d'emprisonnement. Et les crimes vont à partir de 10 ans jusqu'à la peine de mort. Notre système judiciaire a prévu ces étapes afin que le présumé puisse se défendre de façon adéquate. Les procédures pénales sont donc les voies et moyens à suivre pour aboutir à la réparation des préjudices et aux sanctions pour restaurer l'ordre public. Infraction, délit ou crime, une procédure pénale doit être équitable, impartiale et contradictoire. C'est la fin de cette édition présentée par Siaka Konati avec la collaboration d'Ousmane Dao pour la réalisation, Bintou Traoré pour la mise en onde et Badi Touré pour la mise en ligne. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre les avis et communiquer. Merci d'avoir suivi cette édition et bonne écoute radiophonique.